Eh ben, bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, on retrouve Rémi Serpo, qui est consultant chez Génialogie et qui va nous parler du stress, de qu'est-ce qui se passe réellement dans notre cerveau quand on est sous stress. Donc, pour rappel, on est sur un format donc, de 45 minutes d'intervention et il y aura des questions, il y aura un format question donc à la fin. Donc, comme l'a dit Lauriane, n'hésitez pas à poser vos questions et puis on n'hésitera pas aussi à interrompre Rémi pendant sa présentation si vos questions ne peuvent pas forcément attendre la fin et qu'elles concernent la présentation. Bonjour Rémi, du coup. Oui, bonjour à tout le monde. Eh bien, écoutez, je suis absolument ravi d'être avec vous pour parler d'un sujet qui est absolument fascinant, en l'occurrence notre cerveau et surtout les réactions de notre cerveau par rapport aux dangers qui nous menacent et sans faire trop de spoil sur la suite, vous allez voir que notre cerveau il est assez susceptible. Alors, la présentation elle va se passer en 3 temps. Un premier temps rapide de présentation pour savoir qui je suis finalement et comment je me positionne par rapport au sujet. Deuxième temps sur à quoi sert notre cerveau. Vous allez voir, vous allez apprendre un scoop incroyable, c'est que nous avons tous le même projet. Et trois, comprendre son stress justement pour pouvoir mieux y répondre. Alors, l'avantage ici, c'est qu'une fois que vous avez compris votre stress, vous allez aussi pouvoir à terme comprendre le stress des autres et pouvoir y remédier. Alors, en présentation, donc moi je suis dirigeant associé chez Génialogie. Donc Génialogie, c'est un cabinet de conseil spécialisé dans la qualité relationnelle. Donc nous travaillons sur deux sujets. Un sujet que j'ai eu l'occasion déjà d'évoquer avec vous, en l'occurrence l'approche systémique. J'invite ceux qui n'ont pas vu la vidéo à aller la voir, elle est disponible en replay. Et un deuxième sujet, justement, c'est notre spécialité chez nous, ce sont les neurosciences. Alors les neurosciences, c'est quoi les neurosciences? Les neurosciences, c'est le langage de notre cerveau. Alors vous allez voir, notre cerveau nous parle et très souvent, nous ne comprenons rien à ce que notre cerveau nous raconte. Donc c'est quand même problématique parce que si je comprends rien à mon cerveau, je vais avoir du mal à comprendre le cerveau des autres. Donc vous allez voir que notre cerveau, il passe son temps à nous parler et nous, on a quelques difficultés à interpréter un peu les messages que notre cerveau nous envoie. Alors, nous, nos approches chez Génialogie, elles reposent sur ces deux thématiques-là et nous travaillons soit sur des formations managériales, soit sur du développement personnel type coaching à travers ces deux approches. Alors, je rentre tout de suite dans le vif du sujet, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. À quoi sert notre cerveau? Tiens, c'est une question que je vais vous poser tout de suite. Selon vous, quel est le projet principal de notre cerveau? À quoi sert notre cerveau? Je vais attendre quelques réponses dans le chat. Quel est le projet principal de notre cerveau? Alors, super, Vivien. Alors, analyser son environnement, Marie, c'est au service du projet. Je vois que Vivien et Pierre m'ont mis survivre. Transmettre des informations au corps pour Manon, ça c'est au service du projet. Vivien et Pierre ont la réponse, c'est la survie. Alors, tout ce qui est trouver des solutions, analyser son environnement, nous permettre de ressentir les choses, partager les infos, c'est au service du projet principal, la survie. Ça fait 3,5 millions d'années que l'homme est sur Terre, grosso modo. Ça fait depuis 3,5 millions que nous avons tous le même projet, la survie. C'est-à-dire que tout ce que fait notre cerveau dans notre quotidien aujourd'hui ne répond qu'à un seul enjeu, la survie. Et donc, vous voyez, dans les techniques de survie, notre cerveau, il a été plutôt habile. Exemple, notre cerveau consacre plus de 70% de notre énergie au fonctionnement de nos organes de reproduction. Il est malin, notre cerveau, pour permettre de pérenniser l'espèce. Qu'est-ce qui fait que nous sommes là depuis 3,5 millions d'années? C'est le fait d'avoir une espèce qui est pérenne. Donc, 70% de notre énergie est consacrée à nos organes de reproduction. Je reviendrai dessus parce qu'il va y avoir un lien avec le stress notamment. Alors maintenant qu'une fois que ce sujet-là est posé, c'est-à-dire à quoi sert notre cerveau, la survie, vous allez voir maintenant que quand notre cerveau est confronté à une menace pour sa survie, notre cerveau va réagir. Et le principal mode de défense du cerveau face à la survie, c'est le stress. C'est-à-dire qu'à chaque fois que votre cerveau va estimer que votre survie est menacée, votre cerveau va déclencher du stress. Et comme je vous l'ai dit en introduction, vous allez voir que notre cerveau, il est extrêmement susceptible. C'est-à-dire qu'il peut déclencher du stress pour des trucs qui nous paraissent, nous, comme étant une futilité, mais pour notre cerveau, c'est une menace pour sa survie. Un exemple tout de suite que je vais vous donner, il y a un peu plus de 75% des gens donc il y en a certains d'entre vous qui sont atteints de la première phobie sociale, c'est la glossophobie.
Alors, la glossophobie, ça fait toujours bien d'en parler en soirée. Voilà, je suis glossophobe. La glossophobie, alors, c'est pas la peur du glouglou, hein. La glossophobie, c'est la peur de prendre la parole en public. Quand je suis glossophobe, j'ai peur de prendre la parole en public. Si donc, j'ai peur de prendre la parole en public, eh ben, pour mon cerveau, quand je vais être obligé de prendre la parole en public, eh ben, ça va être une menace pour ma survie. Et donc, mon cerveau va déclencher du stress. Alors maintenant, comment nous pouvons comprendre notre stress? Alors finalement, le stress, c'est exactement ce que je viens de schématiser. Alors je vous ai fait un dessin pour simplifier un peu ce schéma-là. C'est-à-dire que mon cerveau, son projet principal, c'est sa survie. Il va être confronté à une menace, ici en l'occurrence le mammouth, hein, parce que notre cerveau aujourd'hui, face à une prise de parole en public qui va nous angoisser, eh ben, il va avoir les mêmes réactions que face à un mammouth qui charge il y a 3,5 millions d'années. Face à cette menace, il va déclencher du stress. Et là, il y a 3 formes de stress possibles et c'est toujours les mêmes. Première forme de stress, la fuite. Deuxième forme de stress, la lutte. Troisième forme de stress, l'inhibition. Alors, ce que je vais vous proposer, dans le temps qui nous est consacré, c'est de détailler un petit peu ces 3 états de stress. Et vous allez voir, vous allez forcément vous reconnaître dans l'un de ces 3 états, puisque nous avons des attitudes naturelles à nous mettre dans une posture de stress. Certains vont plus être dans la fuite quand ils vont être en difficulté, d'autres vont être plus dans la lutte, et enfin, les derniers vont avoir tendance à se mettre dans l'inhibition, même si cette 3e forme de stress est un peu plus particulière. Je vais y revenir. Dans le détail, alors il y a le stress va concerner 2 formes de réaction chez nous. Première forme de réaction, ça va être une réaction physique, interne. C'est-à-dire que, si vous me suivez, depuis 3,5 millions d'années, dès que notre cerveau il est confronté à une menace pour sa survie, il va déclencher du stress. Donc forcément, notre cerveau a développé des automatismes pour faire face à cette menace. Et en particulier des automatismes physiques. Alors, il y a 3 formes de stress possibles. Puisque vous avez déjà, alors ça va faire, excusez-moi tout de suite, hein, ça va faire un peu démarrage du sketch des inconnus, mais vous avez le bon stress et le mauvais stress. Alors, c'est quoi la différence entre bon stress et mauvais stress? Finalement, ce n'est qu'une question de temporalité. Ce que nous allons appeler le bon stress, et vous le voyez apparaître à l'écran ici, c'est le stress de démarrage. Vous voyez, c'est les 2 premières ondes là qui sont en bleu et en vert dans mon schéma, où je vais être dans un soit peu de stress ou le stress positif. C'est également appelé le stress d'alarme. Alors, c'est quoi le stress d'alarme? C'est un stress qui va être soit inexistant, hein, quand vous dormez, vous n'êtes pas stressé. Votre cerveau, il estime que sa survie n'est pas menacée, donc vous pouvez dormir tranquillement. D'ailleurs, je me précise une parenthèse. C'est pour ça que quand vous dormez, quand vous ne dormez pas chez vous, quand vous faites une nuit à l'hôtel, par exemple, ou quand vous allez dormir pour la première nuit dans un environnement qui n'est pas le vôtre, vous dormez mal parce que votre cerveau, là, il estime que vous êtes en territoire hostile. Donc, dès qu'il entend un petit bruit, il va vous réveiller. Là, c'est la même chose. Cette première forme de stress ici, le stress d'alarme, c'est votre cerveau, il est attentif, mais il n'y a pas besoin de générer de tension particulière. Néanmoins, vous pouvez avoir des pics de stress qui vont être soudains et qui vont très vite disparaître. Le pic de stress qui va être soudain, c'est vous êtes en train de conduire, par exemple, et il y a un enfant qui traverse au dernier moment la rue. Là, vous allez piler, boum, pic de stress très soudain qui redescend tout de suite. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler le stress d'alarme. Dans le stress d'alarme, vous allez aussi avoir cette forme de stress qui là est très positive, qui concerne notamment tout ce qui va être du stress préparatoire. Par exemple, vous avez une présentation à faire en public, ou alors une compétition sportive, ou un projet que vous devez présenter à des interlocuteurs particuliers. Vous avez un stress de préparation. Alors, ce stress de préparation, il est intéressant. C'est ce qu'on va ici retrouver sur mon schéma. C'est ce qu'on appelle le stress aigu. Alors là, vous allez voir, les mécanismes déclenchés dans le stress aigu sont des mécanismes qui sont liés à notre survie. C'est-à-dire que quand, je le répète encore une fois, hein, mais quand vous déclenchez un stress, votre cerveau, il fait pas la part des choses entre le mammouth d'il y a 3 millions d'années et le comité de direction pour qui vous faites votre présentation. Pour eux, ça reste un prédateur. Quand il y a un stress, pour notre cerveau, il y a forcément un prédateur. Et donc, notre cerveau, par exemple, en réaction physique, va augmenter votre système d'alerte
et va diminuer la perception de la douleur. C'est-à-dire, vous avez peur de faire une présentation en public, et ben votre cerveau vous permettra d'avoir moins mal. On ne sait jamais. Si les gens vous se mettent à vous jeter des trucs, ben votre cerveau, il sera prêt. Pareil, votre système immunitaire se prépare pour réparer une éventuelle blessure. C'est-à-dire que notre pic de production de plaquettes, par exemple, dépend de notre stress. S'il y en a certains d'entre vous qui font du don de plaquettes au don du sang, un petit coup de stress avant, ça fera le bonheur de l'établissement français du sang. Le système circulatoire, vous avez des palpitations. Quand nous stressons, nous avons des palpitations. Pourquoi nous avons des palpitations? Parce que ça va permettre d'apporter plus d'oxygène à nos muscles. Parce qu'on ne sait jamais, si jamais il faut se battre avec notre comité de direction, le palpitant sera prêt. Les glandes surrénales produisent de l'énergie, en l'occurrence en sécrétant une hormone qui est bien connue, qui est l'hormone de l'insuline. Je reviendrai dessus aussi par la suite. Le pancréas, alors ça c'est fascinant, le pancréas baisse la production d'insuline pour nous permettre d'avoir plus de sucre dans le sang. Comme ça, nous avons plus de réserve. Et j'en parlais en introduction, les organes de reproduction cessent temporairement de fonctionner. Oui, je l'ai dit, 70% de notre énergie est consacrée au fonctionnement de nos organes de reproduction. Quand nous démarrons un stress, ces organes-là cessent temporairement de fonctionner pour permettre d'avoir de l'énergie ailleurs. Ceci étant dit, ça, c'est le stress aigu, le stress aigu qui est lié au stress positif, c'est-à-dire qu'une fois que l'événement est passé, c'est-à-dire quand vous avez démarré votre présentation ou quand vous avez fait votre compétition sportive, les moyens supplémentaires que vous a donné votre cerveau pour vous permettre de survivre, si je fais toujours le lien, disparaissent. Il n'y en a plus besoin, donc mon cerveau, c'est bon, se remet dans un état classique. Là où le bas blesse maintenant, c'est quand le stress va s'installer. Je vous parlais tout à l'heure du bon et du mauvais stress et je vous disais que tout était une question de temporalité. Nous venons de le voir, quand le stress est court, les effets sont intenses mais reviennent à la normale très vite. Par contre, quand le stress s'installe, quand mon cerveau estime que la menace n'est toujours pas éliminée, et là, nous allons parler de stress chronique. C'est-à-dire que le stress est toujours là. Mon cerveau estime qu'il y a toujours un prédateur. Alors, dans quel cas, exemple, vous avez un climat familial qui est tendu ou vous avez un climat professionnel qui est tendu. Vous êtes stressé, c'est compliqué pour vous. Et donc, à ce moment-là, votre cerveau, lui, il ne comprend pas. Il ne fait pas la part de choses. Vous êtes toujours en difficulté. Donc, lui, votre cerveau va cultiver le stress. Et quand le cerveau cultive le stress, c'est comme une armée finalement. Une armée que nous préparons à la guerre, dans les préparatifs de la guerre. Si la guerre arrive rapidement, les hommes sont prêts et il n'y a pas de problème, ils peuvent aller se battre. Mais si la guerre n'arrive pas, c'est-à-dire que les hommes, on les a préparés, puis on leur a dit attention, les méchants ils vont arriver, attention, les méchants ils vont arriver, attention. Si les méchants n'arrivent pas, l'armée a fini par s'épuiser. Et c'est la même chose avec notre corps. C'est-à-dire que si notre corps se prépare à un événement et que finalement l'événement n'arrive pas, notre cerveau va se mettre à fatiguer et le corps va se mettre à fatiguer. Et c'est là où nous allons parler de stress chronique. Et là, vous le voyez apparaître sur le schéma. C'est-à-dire que si nous reprenons les principaux effets physiques du stress, le risque de dépression va s'accroître. Le système immunitaire, à force d'être surpréparé, va finir par s'épuiser et va être moins efficace. Donc, vous allez être forcément plus malade. Alors, il y a deux effets qui sont assez spectaculaires avec le stress. C'est, par exemple, l'hypertension artérielle chronique. C'est-à-dire que vous avez des gens qui prennent un traitement tous les jours parce qu'à force de stresser, finalement, ils ont perturbé leur système circulatoire. De la même manière, en France, la deuxième cause de déclenchement du diabète de type 2, donc le diabète pour lequel c'est pas génétique, c'est le stress. À force de perturber l'équilibre de mon insuline, parce que mon cerveau il sait pas faire la part des choses entre ce qui est d'une menace de ce qui l'est pas, j'en viens à déclencher du stress. Et alors, le truc encore plus fascinant, les organes de reproduction sont principalement touchés par le stress, avec un risque accru de stérilité et de fausse couche. Moi, il y a un chiffre qui me choque toujours autant. En France, un couple sur 5 n'arrive pas à avoir un enfant naturellement. À Paris, c'est un couple sur 3. Donc en France, tu as moins de chances d'avoir un enfant naturellement à Paris que d'en avoir à Saint-Bauzile-les-Putois au fin fond de l'Hérault. Pourquoi ? Parce que le stress affecte considérablement la plupart de nos organes. Voilà pour cette partie physique. Donc vous voyez, dès que nous stressons, dès que nous avons un pic de stress, vous avez pas mal de mécanismes qui se mettent en route. Maintenant, là où le sujet va être encore plus intéressant pour nous, c'est de revenir un peu sur ce schéma-là et de comprendre les 3 formes de stress possibles. Parce que quand vous allez déclencher un stress,
quel que soit l'état de stress dans lequel vous allez être déclenché. Je vous parlais tout à l'heure d'une présentation en public, mais ça peut être même un sujet relationnel. Au restaurant, on vous a apporté une viande ultra cuite alors que vous l'avez demandé saignante, ça vous met en difficulté, votre cerveau va générer du stress. Vous voyez, quand je vous dis qu'il est susceptible, je pèse mes mots. Là, vous allez avoir 3 formes de stress possibles. La première forme de stress possible, c'est la voie que va privilégier d'ailleurs votre cerveau, c'est la fuite. Il y a le mammouth qui charge, si je reprends ma métaphore de l'homme des cavernes qui sort de sa grotte avec sa peau de bête autour de la taille. Le mammouth charge, mon premier réflexe, c'est la fuite. Alors, ça peut être de la fuite physique. Donc, physiquement, j'ai envie de partir. Mais ça peut être aussi de la fuite relationnelle. Alors, quand vous êtes dans la fuite physique, comment vous pouvez percevoir finalement, c'est quoi votre objectif quand vous êtes dans la fuite? Quand vous êtes dans la fuite, pourquoi votre cerveau vous incite à fuir? Parce que son objectif à lui, c'est de vous permettre de vous échapper du prédateur. C'est pour ça que parfois, il y a des situations où où il y a une situation conflictuelle. Par exemple, on va prendre l'exemple d'un repas de famille. Il y a un repas de famille, puis là, il y a le sujet bien pourri qui arrive sur la table, le sujet bien conflictuel. Et là, au moment où ce sujet conflictuel arrive sur la table, là, il y a un phénomène assez fascinant à observer, c'est qu'il y a plein de monde qui se mettent à débarrasser la table. Puis parce que tout le monde se dit oh là là, j'ai pas envie d'y être. C'est ça. La fuite, c'est ce besoin de quitter parfois une pièce parce que vous vous sentez pas à l'aise dans une discussion qui est en train d'avoir lieu. La fuite, ça va être de la fuite physique. Alors, je vais donner une métaphore un peu lourde, mais qui caractérise bien le schéma de fonctionnement de notre cerveau. Quand le Bataclan s'est fait attaquer, il y a quasiment maintenant 9 ans, jour pour jour, vous avez des gens qui… 9 ans, qu'est-ce que je raconte? Si, c'était 2015. 9 ans, bref. Vous avez des gens, quand le Bataclan a été attaqué, qui ont fui. Ils n'ont même pas eu besoin de voir les prédateurs. Leur cerveau a compris qu'avec les signaux de sympathie par rapport aux gens, c'est-à-dire je vois des gens qui ont peur, je comprends que c'est le moment de sortir, physiquement, je m'en vais, je fuis. Alors ça, c'est ce besoin physique de fuir. Mais vous allez l'avoir dans la relation. Quand vous êtes en fuite dans la relation, vous allez déclencher soit des mini-comportements, enfin des micro-comportements, des choses physiques que vous allez pouvoir repérer chez les gens, ou des comportements relationnels. Alors, quel comportement physique vous pouvez voir chez quelqu'un qui va être dans la fuite? Alors, je vais reprendre ma métaphore, enfin pas ma métaphore, mon exemple tout à l'heure de présentation en public. Quand vous faites une présentation en public ou quand vous assistez à une présentation en public, vous avez plusieurs signaux qui vous permettent de distinguer ce qui va relever de la fuite ou des autres formes de stress. Comment repérer quelqu'un qui est dans la fuite face à vous? Alors, dans les micro-comportements, la première chose qui est assez classique, c'est le regard qui va être fuyant. Alors, pourquoi mon regard il est fuyant? Parce que finalement, mon regard il cherche la sortie. Il cherche à repérer la sortie. Donc, je ne vais pas regarder les gens dans les yeux. Je vais chercher mon regard naturellement, sans même que je demande quoi que ce soit. Mon regard va chercher la sortie. Alors, autre technique, et ça, c'est assez classique pour les personnes qui sont très stressées, qui sont en fuite face à une présentation en public, c'est des gens qui vont beaucoup se toucher. Alors, et quand je dis se toucher, c'est se toucher, je me frotte les mains, par exemple. Vous allez avoir des gens qui ne passent leur temps en parlant à se frotter les mains. Pourquoi je me frotte les mains? Finalement, je cherche à me rassurer. Ou ça va être, je me caresse un peu les épaules. Ou vous voyez, c'est des enfants qui se tortillent en se touchant un peu le pantalon. Voilà, ça c'est de la fuite. C'est mon corps me dit, j'ai besoin de me rassurer. Alors, vous avez d'autres personnes qui se touchent beaucoup les cheveux quand elles ont la chance d'en avoir. Ou alors, ça peut être, j'ai tendance à me toucher la barbe parce que je cherche absolument à me rassurer. Vous voyez ces gestes-là où d'un coup, j'ai les cheveux qui grattent derrière. Ça, c'est des micro-comportements de fuite. C'est mon cerveau qui est en train de tester, voir si j'existe encore, pour faire simple. Dans les micro-comportements de fuite aussi, vous allez avoir des gens, des effets physiques qui sont assez fascinants. Vous allez avoir des gens qui vont avoir le syndrome de la gorge sèche. C'est-à-dire que mon cerveau, il a compris que comme la situation, elle n'est pas cool du tout, mon cerveau, il a une idée brillante à ce moment-là, il me dit « Ok, c'est le moment de lui couper la salive. Comme ça, il n'aura plus besoin de parler, il va pouvoir partir très vite. » Ou alors, vous avez des gens qui vont avoir un débit de parole très, très, très rapide pour permettre de terminer le plus vite possible et surtout s'en aller.
Alors, dernier micro-comportement possible de quelqu'un qui est dans la fuite, c'est des personnes généralement qui vont avoir tendance à beaucoup bouger. Pourquoi beaucoup bouger? Parce que finalement, tout le corps est en train de crier va-t'en, va-t'en. Vous voyez, par exemple, c'est l'enfant qui est sur sa chaise. L'enfant, il est en train d'apprendre une leçon, sa table de 6, et puis il n'arrive pas à intégrer sa table de 6. Et puis, ça fait 45 minutes que vous faites réciter la table de 6 à votre gamin. Et puis, votre gamin, qu'est-ce qu'il fait sur sa chaise? Eh ben, il n'arrête pas de se tortiller. Pourquoi il n'arrête pas de se tortiller? Parce que son cerveau lui dit c'est le moment de s'en aller. Le prédateur, il a l'air un peu vénère. Et donc, le gamin, il bouge sur sa chaise, il n'arrête pas de bouger. Et le prédateur, généralement, qu'est-ce qu'il dit? Arrête de bouger de ta chaise. Voilà, ce qui est complètement contre-productif face à un gamin qui est dans la fuite. Mais bref, ça, on peut pas s'empêcher, mais je vais en reparler juste après. Quand vous avez quelqu'un qui est dans la fuite face à vous, vous avez ces signes physiques. Donc, je vais les résumer rapidement. Le regard fuyant, des personnes qui vont avoir tendance à beaucoup bouger, des personnes qui se touchent beaucoup, des personnes qui vont avoir un débit de parole soit incertain, soit très rapide. Et puis alors, dans la relation, maintenant, c'est là où c'est très puissant, les personnes qui sont dans la fuite sont des personnes qui ne disent pas les choses. C'est-à-dire qu'elles vont garder pour elles. Je suis en difficulté face à un prédateur. Alors, attention, j'utilise beaucoup le mot prédateur. Le mot prédateur, c'est simplement la perception de mon cerveau. Vous l'avez compris, le prédateur, ça peut être le parent, ça peut être le collègue, ça peut être le mari, mais c'est pas prédateur en sens il va me bouffer. C'est pour mon cerveau. Hein. C'est quand je suis en difficulté relationnelle avec l'autre, par exemple, je sais pas, autour d'un conflit ou d'un sujet, bah, si je me mets dans la fuite, finalement, je vais jamais dire ce que je pense. Je vais avoir tendance à le garder pour moi. Vous voyez, je donne l'exemple de j'ai demandé une viande saignante, on me l'apporte bien cuite. Je vais pas le dire, quoi. Je vais même être en capacité, mon cerveau, pour me permettre de fuir, va me permettre de trouver des excuses aux prédateurs. D'ailleurs, je vais regarder la cuisine comme ça, puis je vais dire oh là là, ouais, mais aujourd'hui ils ont du monde quand même. Et puis non mais là c'est chaud pour eux. Enfin, je vais rien leur dire. Vous voyez, c'est ou alors lui, ah mon mari il est fatigué ou ma femme elle est fatiguée en ce moment. Puis ah ouais mais mon chef, ouais mais c'est pas le moment. Ouais, je trouve des excuses aux autres finalement pour me permettre de fuir parce que je suis en fuite dans la relation. Donc fuite dans la relation, c'est je dis pas les choses, je garde pour moi. Par contre, de ce fait, j'accumule à la fois une frustration parce que je me rends compte que je dis pas les choses. Hein, vous voyez, c'est ces situations où nous rentrons chez nous le soir et au moment de se coucher, on revit la situation puis on se dit non mais attends, j'aurais quand même pu dire ça, j'aurais quand même pu dire ça, j'aurais quand même. Oui, mais tu l'as pas dit. Et donc il y a cette frustration qui s'accumule et dans le même temps, il y a une perte de confiance en soi. Parce que je me dis, je suis pas capable de dire les choses, je sais pas le dire, ça m'a mis en difficulté. Parfois même, j'ai dit oui pour des trucs où j'avais pas forcément envie. Donc ça, c'est de la fuite. Première réaction liée au stress. Je vous mets la synthèse, je vous mets la présentation ici la présentation en synthèse. Donc la fuite, l'objectif c'est s'échapper du prédateur. Dans les micro-comportements, je ne dis pas ce que je pense, je me tais, regard fuyant, je bouge beaucoup, je me touche pour me rassurer. Et l'émotion, et ça c'est un point qui va être important ici par rapport à notre présentation, l'émotion associée, c'est la peur. Et là, on arrive sur le langage du cerveau. Je vous disais en introduction, notre cerveau nous parle et nous ne comprenons rien à ce qu'il nous raconte. Et bien là, nous avons une première réponse ici. C'est-à-dire que quand vous avez peur de quelque chose, par exemple, vous êtes à 2 doigts de faire une présentation en visio et puis vous avez peur que votre batterie vous lâche et que votre ordinateur s'arrête. Et bien là, la peur, c'est votre cerveau qui est en train de vous parler. Et qu'est-ce qu'il nous dit notre cerveau? Il nous dit finalement de fais quelque chose. Quand notre cerveau nous envoie une émotion, quelle que soit l'émotion, alors je ferai le point sur les émotions, mais quelle que soit l'émotion, ce que nous dit notre cerveau, c'est fais quelque chose. Et là, en l'occurrence, la peur, le message, il est très clair. Ce que nous dit notre cerveau à travers la peur, c'est voilà ce qui pourrait arriver si tu ne réagis pas. Donc, en gros, fais quelque chose, quoi. Hein. Voilà ce qui pourrait arriver si tu ne réagis pas. Donc, si je résume, quand vous avez peur de quelque chose, c'est que vous êtes en fuite par rapport à une menace pour votre survie. Une fois que vous avez compris ça, c'est plutôt cool. C'est-à-dire que vous avez compris que votre cerveau vous incite à bouger pour faire quelque chose. Alors, juste un chiffre sur la peur. Un chiffre très fort sur la peur. 92% de nos peurs sont fondées sur une menace qui n'existe pas. 92% de nos peurs sont fondées sur une menace qui n'existe pas. Autrement dit, il y a 8% de nos peurs qui sont fondées sur une menace réelle et concrète. Tout le reste, c'est du vent.
Ah, j'ai peur des requins. Oui, mais t'habites Strasbourg, Martine. Oui, bah. Oui, c'est ça. C'est j'ai peur et finalement, bah, l'essentiel de mes peurs ne sont pas fondées sur des menaces réellement concrètes. Voilà pour la fuite. Eval vous l'a dit en introduction. Si vous avez la moindre question, bah, allez-y dans le chat et ça me permettra de voilà soit de préciser parce que là je suis seul avec mon écran, donc soit de préciser des choses ou soit de détailler si ça a manqué de détails. Je reviens. C'était pas une question, mais il y a Vivien qui faisait une remarque super intéressante qui disait un prochain meet-up sur les micro-comportements et la communication non violente avec un point d'interrogation. Donc Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas, Vivien? C'est un sujet hyper intéressant. Tout à fait. C'est possible aussi. Et puis là, ça aussi, alors là, je vous donne 2-3 tips. Je rentre pas dans les détails volontairement puisque le temps nous manquerait sinon. Mais là, je vous donne quelques tips qui vous permettent aussi de déceler. Et ça, c'est commun chez tout le monde. C'est ça qui est extrêmement intéressant. Que vous soyez dans la sphère professionnelle ou personnelle, c'est commun à tout le monde, ces types de micro-comportements. Alors, nous avons vu la première partie ici. Je reviens sur ce schéma-là. Sur la fuite, deuxième réaction possible, c'est la lutte. Alors, ah bah tiens, je vais poser la question dans le chat, ça fera peut-être vivre un peu le chat. C'est quel est l'objectif de mon cerveau quand il me fait rentrer en lutte par rapport à une menace pour ma survie? À votre avis, c'est quoi l'objectif? Alors on l'a vu pour la fuite, l'objectif c'est s'échapper du prédateur. Dans la lutte, c'est quoi? C'est super bien, le combat. Alors le combat, non, ça va être au service du projet. Mais Paul Suspenas a trouvé la réponse. C'est bien supprimer la menace. Alors, je vais même être plus précis. C'est détruire le prédateur. Détruire le prédateur. Quand vous rentrez en lutte, et je pèse mes mots, quand vous rentrez en lutte par rapport à un stress, votre objectif, enfin, pas votre objectif, l'objectif de votre cerveau, c'est de détruire le prédateur. Et là, quand je dis détruire le prédateur, je pèse mes mots. C'est-à-dire que bah vous l'avez déjà vécu. Alors, la lutte, c'est quoi l'émotion associée à la lutte? Bah, c'est spontanément, normalement, vous l'avez. La lutte, c'est la colère. Quand vous vous mettez en colère, ça veut dire que vous êtes en lutte par rapport à une difficulté qui est perçue comme une menace pour la survie de votre cerveau. La colère, finalement, et ça c'est intéressant, c'est que quand vous vous mettez en colère contre quelqu'un, l'objectif de votre cerveau à ce moment-là, c'est de détruire l'autre. Alors, vous allez me dire, ouais, mais je me mets en colère contre mon mari, contre ma femme, contre mes enfants. Bon, l'objectif de mon cerveau, c'est pas de le détruire. Eh ben si. Et vous l'avez déjà vécu. Vous l'avez vécu, c'est-à-dire que vous vous mettez en colère. Alors spontanément, vous n'allez pas tout de suite lui lancer des trucs. Par contre, plus la dispute monte, plus vous vous mettez en colère, plus ce que nous allons dire à l'autre va avoir pour objectif de lui faire mal. Plus nous montons en pression, plus notre cerveau nous dit mais vas-y, mais lâche-toi, détruis-le, détruis-le. Et donc, plus la colère monte, plus on a tendance à en remettre une couche. Et ce qui est assez fort avec la lutte, c'est que quand vous vous mettez en lutte, généralement, la personne en face de vous, elle va se mettre en lutte aussi. Et alors là, ça fait boum. Et ça fait boum. Et c'est là où on va avoir, dans les micro-comportements et dans le relationnel en particulier, des gens qui vont avoir tendance à s'emporter, à contredire, à parler plus fort que l'autre. Alors là, contrairement à la fuite, le regard, il est plus du tout fuyant. Comment, dans les micro-comportements, vous pouvez percevoir quelqu'un qui est en lutte? C'est quelqu'un qui vous regarde dans les yeux. Et il ne vous lâche pas. Parce que son objectif à lui, à ce moment-là, c'est de vous intimider. Dans une réunion, si un manager, par exemple, est en difficulté face à son équipe et qui rentre en lutte par rapport à cette difficulté-là, face à son équipe, c'est des personnes qui vont montrer du doigt. Vous voyez, dans les micro-comportements, les gens qui montrent du doigt, ça, c'est de la lutte. Ça, là, je me mets en colère. C'est des personnes qui vont serrer les poings, qui vont serrer les mâchoires. C'est des personnes qui vont parler fort, volontairement, pour que on puisse, qu'elle puisse être claire et intimider l'autre. Dans la posture, c'est le buste en avant. Vous voyez, je me mets en colère, je pense spontanément à mettre mon buste en avant parce que mon cerveau, il est en train de me dire vas-y, montre-lui tes muscles, ça va peut-être lui faire peur. Alors que, même si vous n'êtes pas musclé, mais c'est spontanément notre cerveau qui déclenche des comportements, des micro-comportements de lutte. Donc, si je résume la partie sur la lutte, finalement, on va avoir un objectif, en l'occurrence, détruire le prédateur.
Dans les micro-comportements, montrer du doigt, s'emporter, contredire systématiquement, buste en avant, parle fort, droit dans les yeux. Et l'émotion associée à la lutte, c'est la colère. Alors, la colère, je vous l'ai dit, c'est aussi une émotion qui est déclenchée par notre cerveau. Et si vous m'avez bien suivi, bah, c'est notre cerveau qui est en train de nous parler. Et il nous pousse à faire quelque chose. Alors, dans la colère, qu'est-ce que notre cerveau nous pousse à faire? Ça va se résumer en une phrase, c'est faire respecter tes valeurs. Pourquoi vous faites un bras d'honneur à quelqu'un qui vient de vous griller une priorité à droite sur la route? Parce que votre cerveau, à ce moment-là, vous lui a dit, mais c'est injuste, fais respecter tes valeurs, la justice, c'est vachement important. Alors, c'est beaucoup plus rapide de faire un doigt d'honneur que de se poser cette question-là, nous sommes très clairs. Mais quand vous êtes en colère, votre cerveau vous pousse à agir pour faire respecter vos valeurs. Parce que très souvent dans la colère, c'est une valeur qui n'a pas été respectée. Et d'ailleurs, la valeur qui déclenche le plus de colère chez nous, l'essentiel des colères est déclenché par le non-respect d'une valeur chez nous, c'est la justice. C'est l'injustice qui génère le plus de colère. Donc, la colère, alors juste, je vous ai donné un chiffre, j'ai été interrogé d'ailleurs sur la source des 92%. Vous pouvez retrouver ces sources-là dans un excellent bouquin que je vous conseille qui s'appelle L'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman. Alors, Daniel Goleman, il a écrit L'intelligence émotionnelle et il y a 2 volumes. Je vais vous le mettre dans le chat. L'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman, c'est un excellent bouquin. Il y a 2 volumes. Le premier volume, il est un peu technique, mais il reste accessible. Le deuxième volume, il est axé relation, il est génial. Donc, hop, je vous mets la référence. Alors, Daniel Goleman, rien à voir avec Jean-Jacques. Hein. C'est un Américain. Hop, voilà, je vous l'ai mis dans le chat. Ceci étant dit, donc la colère, oui, il y a un chiffre sur la colère hein, qui est absolument génial. C'est quand vous êtes en colère, vous allez déclencher une hormone. Hein. On l'a vu, il y a des réactions physiques qui sont déclenchées. Et quand nous déclenchons une colère, nous allons sécréter du cortisol. Alors, c'est fascinant le cortisol. Certains d'entre vous connaissent la cortisone. La cortisone, c'est un traitement anti-inflammatoire. Donc, quand vous êtes en colère, votre cerveau sécrète un anti-inflammatoire. Pourquoi votre cerveau sécrète un anti-inflammatoire? Parce qu'il se prépare à combattre. La colère, c'est associé à la guerre. Hein. Et donc, depuis 3 millions d'années, quand on se mettait en colère, c'était pour se battre. Et encore aujourd'hui, notre cerveau, il a gardé cet automatisme-là. Donc, il va sécréter un anti-inflammatoire. Donc, c'est plutôt cool. Hein. C'est-à-dire que c'est ça qui nous permet d'avoir moins mal. D'ailleurs, vous le voyez, quand il y a des combats de boxe, les boxeurs, à la fin du combat, finalement, leur visage, ça va, c'est encore lisible, hein, sauf à ce qu'ils se soient ouvert un truc, mais ça reste lisible. Si vous regardez le visage d'un combattant ou d'un boxeur le lendemain d'un combat, ça devient un chou-fleur, parce que tout l'anti-inflammatoire est parti. Alors, ce qu'il faut savoir avec le cortisol, c'est que certes, ça nous permet d'avoir moins mal, mais il y a quand même 2 particularités, 2 effets qui se coulent qui sont pas forcément très cool. Premier effet qui se coule, pour 1 minute de colère, faut 1 heure à l'organisme pour éliminer le cortisol généré. 1 minute de colère, 1 heure à l'organisme. 5 minutes, 5 heures. Alors, je sais pas vous, mais moi, je me mets rarement en colère 1 minute. Mais c'est pour ça que quand vous vous mettez en colère le soir, vous vous disputez avec vos enfants ou votre conjointe, après, vous êtes incapable de dormir parce que vous êtes gorgé de cortisol. Votre cerveau, il s'est préparé à la guerre et elle n'arrive pas à la guerre. Et autre particularité du cortisol, c'est que à la longue, ça ronge les neurones. Donc, si je peux simplifier le truc, c'est que plus tu te mets en colère, plus tu deviens con. Donc, voilà, si je peux le résumer en une phrase, l'effet du cortisol, il est là. C'est-à-dire que quand vous vous mettez en colère, ça ronge vos neurones, ça grille vos neurones. Alors, vous imaginez les commentaires, l'état des neurones du gars qui écrit des commentaires un peu vénères sur Internet. Bref. Cela étant dit, la colère, effet émotionnel qui est déclenché par notre cerveau et qui répond à une difficulté. Donc là, nous l'avons vu, il y a d'une part la fuite, d'une part la lutte. Ça, c'est les 2 voies que va privilégier mon cerveau. C'est-à-dire que dans tous les cas, généralement, ça va être soit de la lutte, soit de la colère. Il y a une 3e voie qui est possible. Et cette voie-là, elle est un peu particulière. Parce que c'est celle que nous maîtrisons le moins. C'est-à-dire que encore quand nous sommes dans la peur et dans la lutte, on peut réussir à en sortir assez rapidement. La 3e voie, elle est un peu plus compliquée. Alors la 3e voie, c'est ce que j'ai ici dessiné. Finalement, c'est ce que je vais appeler, enfin c'est pas ce que je vais appeler d'ailleurs, c'est ce que nous appelons, c'est ce que les neurosciences ont appelé l'inhibition. Alors,
L'inhibition, c'est quoi? C'est finalement une situation où je me retrouve en difficulté. Je ne peux pas fuir face au prédateur. Je peux pas, mais je peux pas lutter parce que j'estime que je peux pas lutter. Et ben, je vais rentrer en inhibition. C'est-à-dire que mon cerveau à ce moment-là va dire, ok, t'inquiète, paupiette, je gère. Et là, quand mon cerveau prend le relais, bah, c'est assez spectaculaire. Il est capable de nous faire des trucs incroyables. Quand il se met en état d'inhibition, mon cerveau, bah, alors c'est pas forcément, je vois Adrien qui dit la dissociation. Alors, Adrien, tu m'emmènes sur un sujet où je peux partir super loin. Et oui, la dissociation, c'est un cas extrême. Mais on peut parler un peu de dissociation quand même. C'est plutôt ta raison. Je vais plutôt parler pour le moment d'un effet d'inhibition. C'est l'inhibition, c'est ce sentiment que c'est pas possible, que rien n'est possible. Et donc mon cerveau il dit si rien n'est possible, moi je vais tenter le tout pour le tout. Et je vais vous donner un exemple qui est assez fascinant. Bah c'est le Bataclan. Je reprends l'exemple du Bataclan. Le Bataclan se fait attaquer. Vous avez les gens qui ont pu fuir très rapidement. Vous avez ceux qui ont lutté, qui ont tenté de s'opposer aux terroristes en les insultant ou en leur lançant des trucs. Et puis vous avez les troisièmes. Ils pouvaient pas fuir, ils pouvaient pas lutter. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ben pendant 3 heures, ils ont fait semblant d'être morts. Et quand je vous dis semblant d'être morts, c'est-à-dire ils ne bougeaient pas d'un poil. Faites le test chez vous, essayez de rester ne serait-ce que 5 minutes allongés sans bouger. Vous allez voir que c'est extrêmement compliqué. Eux ont réussi à le faire pendant 3 heures. Et pourquoi 3 heures? Parce que le cerveau l'a décidé. Quand le cerveau l'a décidé, il est capable de trouver la solution pour nous. L'inhibition, c'est ça. C'est la capacité qu'a notre cerveau à trouver la solution pour nous. Sur un sujet un petit peu plus léger, je vais vous donner un cas d'inhibition que j'ai connu. Alors moi, j'ai 3 enfants, 6 ans, 4 ans, 2 ans. Et l'année dernière, mon gamin de 5 ans, il se met à faire pipi au lit toutes les nuits. Et alors, bah, forcément, moi, ça m'inquiète un peu, ça me perturbe. Mais je commence à discuter avec mon gamin de 5 ans. Bon, discussion avec un gamin de 5 ans, hein, au détour de pas de patrouille, Spidey et ses amis, et j'en passais des meilleurs. À un moment donné dans la discussion, mon fils, il me met une énorme claque. Un truc assez violent, pas physique, hein. Mais mon fils, il me dit, moi, papa, j'ai besoin qu'on s'occupe de moi. Ça pique un peu. Bah oui. Et finalement, je m'étais aperçu que sur les moments de vie quotidienne, bah, mon attention, elle était beaucoup plus focalisée sur mes 2 derniers. C'est-à-dire que le bain, par exemple, mon grand, je le sortais du bain, je lui donnais sa serviette, et puis après, je repartais très vite m'occuper des 2 petits qui étaient à côté. Donc là, je reviens sur mon schéma. J'ai mon fils ici. Le cerveau de mon fils, il estime qu'il y a un besoin qui n'est pas satisfait. En l'occurrence, un besoin d'attention des parents. Pour lui, pour son cerveau, c'est une menace pour sa survie. C'est-à-dire que le cerveau, comme ce besoin-là n'est pas satisfait, menace pour sa survie. Donc là, le cerveau de mon fils, il a exploré plein de schémas possibles. La fuite. Bon, fuguer à 5 ans, on va pas se le cacher, c'est chaud. Donc, pas envisageable pour mon cerveau. La lutte, c'est pas le style de mon premier. C'est carrément le style de mon deuxième, mais c'est pas le style de mon premier. Mon deuxième, lui, quand il est en difficulté, il y a la terre entière qui l'entend. Hein. C'est pas le style de mon premier, il est un peu plus timoré, plus timide mon premier. Donc lui, mon premier, il peut pas fuir, il peut pas agresser. Qu'est-ce qu'il a trouvé comme outil brillant son cerveau? Il lui fait faire pipi au lit la nuit. Parce que finalement, quand il lui fait faire pipi au lit la nuit, qu'est-ce que ça va lui permettre? Eh ben, pendant 20 minutes, il a un moment privilégié à 3h30 du matin avec son père. Mais voyez la puissance du truc. C'est pas mon fils qui, en allant se coucher, se dit « Cette nuit, je vais faire pipi, comme ça papa va débarquer ». C'est son cerveau qui a trouvé la solution pour lui. Et une fois que j'ai compris ça et que j'ai pu corriger mon comportement, finalement, qu'est-ce qui s'est arrêté? Fin des pipi au lit. Et voyez, je vous parle d'un enfant de 5 ans, mais ça marche chez nous aussi. Quand nous sommes en difficulté dans une situation et que notre cerveau, il estime qu'il y a menace pour notre survie, notre cerveau, il va se somatiser. Quand vous avez la boule au ventre avant d'arriver sur un événement parce que vous savez que l'ambiance, elle est pas bonne, c'est votre cerveau qui est en train de dire peut-être que ça serait bien de faire quelque chose là. Vous avez des gens qui vont déclencher des pathologies liées au stress. Vous voyez, par exemple, les pathologies de peau, psoriasis ou bouton de fièvre. Ça, c'est fascinant, le bouton de fièvre. Vous déclenchez un bouton de fièvre, finalement, c'est votre cerveau, réaction de défense, qui commande à votre corps de… Oui, Vivien, tu as absolument raison, c'est un très bon exemple. J'invite les gens à regarder le chat, c'est un très bon exemple. Mais le bouton de fièvre, c'est un bon exemple. Je déclenche un bouton de fièvre parce que mon cerveau me permet de discuter avec les autres.
Et finalement, c'est quoi l'image du bouton de fièvre? C'est surtout, m'approchez pas, restez bien à distance. L'inhibition, si je dois caractériser l'inhibition, alors l'inhibition dans la relation, pour revenir à mon schéma, l'inhibition dans la relation, ça va passer par des gens qui pensent que plus rien n'est possible. L'inhibition dans la relation, c'est votre gamin, ou alors, votre gamin, on va prendre l'exemple d'un enfant, il a loupé sa compétition sportive, il a loupé son match de foot, et puis dans la voiture pour repartir, il dit à ses parents, mais de toute façon, je suis trop nul, quoi. J'arriverai jamais. C'est à cause de moi que l'équipe elle a perdu, moi j'arrête le foot, je suis trop nul. Vous voyez, c'est ce sentiment d'impuissance. Et nous sommes tous passés par l'inhibition. L'inhibition, très souvent, quand nous vivons un deuil, nous passons par l'inhibition. C'est ce moment de me dire, mais comment je vais faire? Mais en fait, plus rien n'est possible. C'est pas possible. Et c'est pour ça que l'émotion associée à l'inhibition, c'est la tristesse. C'est la tristesse. Je me rends compte que j'y arriverai pas, quoi. Que quoi que je fasse, que j'y arriverai pas. Je suis dans le passé. Alors, l'inhibition dans les micro-comportements, ça va être des gens qui vont regarder vers le bas, qui vont beaucoup parler au passé, qui vont parler d'eux au passé, qui vont avoir du mal à sortir de la situation et voilà, on va avoir une posture, des gens qui vont être courbés. Ouais, ils portent le poids du dos du monde sur les épaules et ils vont avoir tendance à éviter les sujets. Donc là, l'inhibition, l'émotion associée à l'inhibition, c'est la tristesse. Alors, nous l'avons vu, je reviens une dernière fois sur mon schéma. Quand nous déclenchons du stress, 3 formes de stress possibles qui sont à chaque fois des réactions qui sont perçues comme à un sujet qui est une menace pour ma survie. La fuite, la lutte, l'inhibition. Je vais terminer la conférence et peut-être que nous pourrons aller plus loin une prochaine fois sur comment sortir du stress. Et alors, comment sortir du stress? Voilà, finalement, c'est à la fois très simple et aussi extrêmement compliqué. Il n'y a qu'une seule façon de sortir de son stress. Vous l'avez compris, votre cerveau va vous envoyer des signaux, va déclencher des émotions, la peur, la colère, la tristesse. Ces émotions-là ne sont déclenchées qu'avec un seul objectif, nous faire revenir dans notre émotion de base. En l'occurrence, notre émotion de base, c'est la joie. Donc, quand vous déclenchez de la tristesse, l'objectif de votre cerveau, c'est que vous poussez à faire quelque chose pour revenir à votre émotion principale, la joie. Quand vous déclenchez un stress réactionnel, c'est-à-dire par rapport à une situation, cette situation peut, si elle n'est pas traitée, générer un traumatisme. Alors, il y a le grand traumatisme, mais on peut avoir aussi des micro-traumatismes situationnels. Ce qui est important à savoir, c'est que si ces traumatismes-là, ne sont pas traités, votre cerveau, il va potentiellement les revivre en permanence. Et quand il revit en permanence ces traumatismes-là, il va redéclencher des symptômes de stress. Je vais vous donner un exemple. Quand l'année dernière, donc moi je suis arbitre de football, c'est ma passion, et l'année dernière, au mois de juin l'année dernière, je me suis fait péter la gueule à coups de baramine. Et à la sortie de mon match, donc 2 heures après, raccompagné sur l'autoroute par la gendarmerie, mon cerveau, 2 heures après le truc, mon cerveau, j'étais sur la route, il était encore en état d'alerte, en m'envoyant de la sueur, des palpitations. Pour lui, c'était encore la guerre, alors que la situation était passée. Si je ne traite pas ce stress-là, c'est simple. Alors, quand je dis traiter, c'est permettre à mon cerveau de lui faire comprendre que c'est fini. Alors, mon cerveau, à un moment donné, il va diminuer l'intensité du stress. Mais si j'ai pas de traité, à chaque fois, par exemple, que je vais me repointer sur le parking où je me suis fait péter la gueule, mon cerveau, il va redéclencher du stress. Ou alors, quand je vais percevoir quelqu'un qui ressemble au mec qui m'a agressé, mon cerveau, il va déclencher du stress. Parce que pour lui, la situation n'est pas terminée. Comment savoir qu'une situation est restée un traumatisme? C'est assez simple. C'est quand vous repensez à la situation qui vous a traumatisé, est-ce que vous revivez des symptômes de stress? Si la réponse est oui, c'est que vous n'avez pas traité la situation. Alors maintenant, la question qui vous brûle les lèvres ou qui vous brûle les doigts, c'est comment je peux traiter la situation? Il n'y a qu'une seule façon possible de traiter la situation, c'est la verbalisation. La verbalisation. Je dois absolument verbaliser pour pouvoir sortir de mon stress. Plus je verbalise, plus vite je vais sortir du stress. Et c'est ça, Adrien, tu vois, ton message, il tombe très bien. C'est que le boulot d'un psychologue ou d'un psychiatre, c'est de nous faire verbaliser. Et plus vite je verbalise, plus vite je sors du traumatisme. C'est la seule façon de sortir du stress. Maintenant,
comme je le dis, c'est à la fois très simple et c'est à la fois très compliqué parce que pour permettre de verbaliser, il faut qu'en face de nous, nous puissions avoir des gens qui soient en capacité d'écouter ce que nous allons verbaliser. Et là, c'est extrêmement compliqué parce que nous, je mets nous, l'homme avec un grand H, l'homme est incapable d'écouter. C'est-à-dire que nous, je me mets dedans, hein, nous ne savons pas écouter. Pourquoi nous ne savons pas écouter? Alors, je vous la fais très rapide, mais nous sommes en sympathie les uns avec les autres. Alors, c'est quoi la sympathie? La sympathie, c'est un aspect grégaire qui est dans notre cerveau. L'homme avec un grand H a toujours vécu en groupe. Et comme on a vécu en groupe, on s'est mis en sympathie. C'est quoi la sympathie? C'est je vois l'émotion de l'autre, je comprends l'émotion de l'autre, je vis l'émotion de l'autre. Ça, c'est de la sympathie. Il y a une grosse différence avec l'empathie. Il y a d'ailleurs une confusion très souvent sur le sujet. C'est quoi la sympathie? Je vous le refais avec ma tasse de café. Je vois l'émotion de l'autre, je comprends l'émotion de l'autre, je bois l'émotion de l'autre, donc je la vis. Si je reviens sur mon schéma, je vois que l'autre a peur, je comprends qu'il a peur, j'ai peur moi aussi, donc je m'en vais aussi. C'est pour ça que nous sommes incapables d'écouter. Parce que quand quelqu'un nous raconte son problème, par sympathie, nous allons vivre le problème et nous allons le ramener à nous. C'est-à-dire que, je sais pas, vous l'avez sûrement déjà vécu, un cas de sympathie assez classique, c'est vous allez boire un coup avec vos potes et puis vous racontez, oh là là, avec ma femme en ce moment c'est compliqué, ou avec mes enfants en ce moment c'est compliqué, puis la personne en face de vous, par sympathie, elle vous dit, parce qu'elle se met en sympathie avec vous, elle dit, ah bah ouais, avec ma femme c'est compliqué aussi, ou avec ma femme, avec mes enfants c'est compliqué aussi. Elle ramène le sujet à elle. Ça, c'est de la sympathie par la fuite. Quand je trouve des solutions pour quelqu'un, c'est de la sympathie par la fuite. Un ado qui vient de se faire larguer et qui dit à son père « Oh là, papa, c'était l'amour de ma vie, c'est horrible », et le père qui répond « Une de perdue, 10 de retrouvée », c'est de la sympathie par la fuite. Notez que vous avez aussi la sympathie par la lutte qui existe. Hein. C'est quoi la sympathie par la lutte? C'est là j'ai eu un couple d'amis qui est venu manger à la maison. Elle va pas trop bien, elle déprime un petit peu, puis elle nous dit voilà, en ce moment ça va pas trop. Et son mari à côté, il a vu que sa femme était triste, il a compris que c'était triste. Hop, ça l'a mis lui-même en difficulté. Puis là il a regardé sa femme, il a dit non mais c'est bon maintenant, regarde, on a quand même une belle vie, on a des enfants, faut te secouer, arrête de te plaindre. Voilà, ça c'est de la sympathie par la lutte. L'empathie, je vais terminer là-dessus, c'est je vois l'émotion de l'autre. Je comprends l'émotion de l'autre, mais je vais pas la boire, je vais me la verser dessus, ça va me retomber dessus et je me mets pas à la place de l'autre. Et ça, c'est ce qui nous permettra de sortir du stress. Donc, si je résume mon intervention, quand vous rentrez en stress, c'est que vous êtes en difficulté par rapport à une situation. Automatiquement, votre cerveau va explorer 3 schémas, soit la fuite, soit la lutte. Et vraiment, si vous pouvez pas fuir ou lutter, il va vous faire rentrer dans l'inhibition. Une fois que vous avez compris ça, une fois que vous avez compris qu'il y a une émotion qui est associée à chaque état de stress, la fuite, c'est de la peur, la lutte, c'est de la colère, de la tristesse, c'est de l'inhibition, et vous allez pouvoir commencer à comprendre sur comment je peux sortir du stress, à la fois en verbalisant et surtout en répondant à la difficulté et en comprenant la difficulté. Si j'arrive à mettre des mots sur la difficulté dans laquelle je me trouve, automatiquement, mon cerveau va s'apaiser parce qu'il va estimer que le message va être entendu. Voilà, j'espère avoir fait le tour sur le sujet principal, en l'occurrence, qui était comment stress et cerveau, comment comprendre le pourquoi du comment. Je suis à l'écoute de vos éventuelles questions. Pierre, qui demande à remettre une slide sur l'inhibition peut-être. Ouais, c'est ça. C'est la slide que j'ai pas diffusée sur l'avant-dernière slide. Ouais. Donc l'objectif, disparaître des yeux du prédateur. Sophie, je ne réagis pas, se sent impuissant face à la situation, laisse le cerveau gérer. Allez, oui. Alors oui, Fabrice, tu m'emmènes. Je vais le repréciser, mais oui, la paralysie. La paralysie, c'est une forme d'inhibition. L'inhibition, alors j'ai volontairement un peu esquivé les exemples assez lourds, mais je vous en donne un ou deux. Et les inhibitions, c'est je vis un traumatisme pendant mon enfance, et mon cerveau me permet d'oublier le traumatisme. Ou il y a eu un excellent reportage il n'y a pas longtemps sur Arte sur les violences faites aux femmes, et vous avez des femmes qui ont témoigné, notamment une qui dit que quand elle s'est fait rouer de coups par son mari, elle avait l'impression d'être en dehors de son corps. Tout à l'heure, je ne sais plus qui en parlait, mais on parlait de dissociation. C'est ça. C'est l'inhibition, c'est mon cerveau qui est capable, sur le moment, de me faire passer l'épreuve. Et quand la femme, elle dit « j'ai aucun souvenir de douleur », c'est que le cerveau, il a compris que c'était le bon moment pour déconnecter
et lui permettre de passer la situation. Voilà, il y a pas mal d'exemples sur l'inhibition où finalement notre cerveau prend le relais et nous permet de quoi. Quand nous sécrétons de l'adrénaline, par exemple, c'est que nous sommes de manière générale en inhibition. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est moins évident l'inhibition que la lutte ou la fuite, où là c'est très parlant, quoi. L'inhibition, c'est le cerveau qui prend la décision à notre place. Vous voyez, on est. Ouais, c'est ça, ouais. Cette semaine, c'était la journée contre le harcèlement scolaire. Okay. L'inhibition, un gamin qui va être en situation de harcèlement scolaire, c'est un gamin qui va déclencher gastro sur gastro sur gastro, par exemple. Parce que le cerveau a compris que la menace, c'était l'école. Je peux pas fuir la menace, je peux pas lutter contre la menace, donc le cerveau il va dire il n'y a pas de problème, je vais le rendre malade, ça va lui permettre d'esquiver un peu la situation. Je vois pas quel est l'avantage d'oublier, dissocier, même quand ça nous laisse un état de stress chronique. L'avantage il est court-termiste pour mon cerveau. L'objectif c'est de survivre. Donc mon cerveau il se pose pas la question des conséquences à long terme. Lui il est dans l'immédiateté. Sur le schéma du cerveau, c'est ce qu'on va appeler le cerveau reptilien. Lui, c'est l'immédiateté. Donc, pour faire face immédiatement à la situation, je vais l'oublier ou je vais lui permettre de. Mais par contre, si je l'ai pas traité, les situations elles vont revenir, quoi. Alors, juste un dernier truc, un dernier petit exemple, je l'ai vécu il y a pas très longtemps. Ça peut être dans la vie de tous les jours. Vous voyez, là, j'ai donné le goûter à mon fils tout à l'heure, et mon fils, je lui donne à goûter, et il était pas à table. Et je lui dis, Nathan, à table. Et là, mon fils, il me regarde, il est en train de jouer un truc. Et là, il me regarde, il fait, ah, t'es méchant, papa! Alors, le t'es méchant, papa, c'est un jugement. Et le jugement, c'est la forme de menace la plus violente vécue par mon cerveau. C'est-à-dire, quand quelqu'un vous juge, c'est plus violent que si vous avez mis un coup de poing. Donc là, mon fils me juge. Mon cerveau, il a perçu une menace pour sa survie. Et qu'est-ce qu'il a fait, mon cerveau? Rapide analyse du prédateur. Le truc, il fait moins de 15 kilos, moins d'1 mètre. Ce qu'il m'envoie comme signal, mon cerveau, il m'a dit, mais défonce-le. Et là, vous voyez, si je fais pas gaffe, je rentre en lutte. Je rentre en lutte parce que le comportement de mon fils m'a mis en difficulté. Et je rentre en lutte, et ça va être débile, parce que je vais lui crier dessus. Or, lui, s'il a exprimé un jugement, c'est que, alors un jugement, quand vous jugez quelqu'un, c'est vous qui avez un problème. Donc, quand mon fils me dit t'es méchant papa, c'est mon fils qui a un problème. Et si moi je rentre en lutte, j'ai complètement annihilé le problème de mon fils. Pire, je lui en ai créé un deuxième. Donc là, c'est aussi l'enjeu de comprendre nos émotions, c'est de sortir très vite de cet état de lutte pour dire attention, là, ça sert à rien de lui en mettre une. Façon de parler, hein, ça sert à rien de lui en mettre une, je vais pas être efficace et je vais pas être efficace pour lui. Donc voilà, là c'est le step 2, mais là il faudrait beaucoup plus de 45 minutes. Enfin, faudrait de nouveau 45 minutes pour en parler. C'est être assertif et sortir de mon état émotionnel très vite.